L'émission Au goût de chez nous est rendue possible grâce à la collaboration de Bœuf et compagnie et par Formation S, le Duc du vin. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à Au goût de chez nous. C'est la dernière de la saison et comme vous le savez, on avait organisé un petit concours cette année. On demandait aux gens de présenter un petit vidéo de 3 minutes figurant une recette avec un produit régional. Alors aujourd'hui, on est chez les Rondeaux L'Écuyer. Ce sont les heureux gagnants. Et avant de commencer et vous parler du menu qu'on va servir ce soir, j'aimerais vous présenter leur petit vidéo. Alors 3 petites minutes de bonheur. Je vous invite à regarder ça, c'est très agréable. Aujourd'hui, dans la cuisine Rondeaux L'Écuyer, nous cuisinons une pintade française, sauce à la crème et vin blanc. Bien oui, on vous prépare aujourd'hui la pintade française. Merci. Celle que nous avons ici nous provient des fermes d'élevage Carfio à Ville-de-Mercier. Pour débuter la recette, nous avons besoin d'huile d'olive, d'oignons blancs, un mélange d'épices et une barre de lard. Pour connaître les épices qui composent le mélange d'épices, voici la liste. Alors, on va commencer par badigeonner notre pintade d'huile d'olive. Je vais tout de suite ajouter les épices. Par la suite, on ajoute des oignons à l'intérieur. Hein, c'est pas très compliqué comme recette, vous allez voir. Là, c'est important de bien ficeler pour pas que tout ça ouvre pendant la cuisson. Il nous reste à rajouter une demi-tasse de vin blanc et tout ça va au four à 375 degrés environ pour 1h30. Alors comme accompagnement, j'ai pensé mettre des carottes et des asperges. On va aussi préparer des pommes au beurre. Alors, pour faire des pommes au beurre, ça prend du beurre, bien entendu. Ça prend des pommes. Les pommes, on les a préparées tantôt. On va rajouter un peu de sucre tantôt et un peu de vanille. Alors, il reste 30 minutes de cuisson. Il nous reste juste à rajouter la crème 35% et les pleurotes et le tour est joué. Pour un accord optimal, on peut accompagner le repas par le même vin qui est servi dans la recette. Dans notre cas, c'est le Monésime, qui est un vin qui vient de Saint-Étienne-de-Beauharnois et qui est obtenu par la fusion des cépages Vandalclich et Prairie Star. C'est un vin léger aux arômes fruités qui se marie parfaitement avec la volaille. Alors, la pintade est prête. On va aller la chercher. Regardons. Wow! Incroyable! La semaine prochaine à l'émission, Laurence affine sa technique, Elisabeth goûte les vins nouveaux, Daniel attache son filet de porc et la pintade se venge. Merci et bonne semaine. Alors bonjour tout le monde, je vous présente notre hôte de ce soir qui va être mon co-animateur et mon aide cuisinier pour la soirée. D'ailleurs, on s'est habillés de la même façon. Alors Luc, le monde, Luc. Bonjour. Alors merci premièrement de nous accueillir chez vous. Ah, c'est un vrai plaisir, c'est un réel plaisir. Ah ben écoute, ça va être bien fun, j'ai bien confiance. Là, ce soir, je vous ai préparé un petit menu un peu estival. L'été s'en vient, ça va commencer. On a fait un menu léger aussi, pas en calories, mais en présentation, vous allez voir. En entrée aujourd'hui, on va préparer un petit chèvre chaud de la fromagerie Ruban Bleu. On va prendre le Monsieur Émile qu'on va servir avec des noisettes grillées épicées puis un petit filet de miel par-dessus. On va servir ça sur des crostini qu'on va faire avec des pains baguettes qu'on va faire griller dans de l'huile de canola biologique des saveurs de Elgin. Alors ça, c'est notre entrée. Ah ouais. Ça se mange bien, tu vois, c'est très léger. Pour plat principal, on va servir un poulet farci au feta de chèvre, tomates séchées et épinards. C'est un poulet qui vient de la boucherie Bœuf et compagnie. Pascal utilise le poulet des élevages Le Voltigeur. Donc, c'est un poulet de grain qui est élevé en espace libre, dans une bonne qualité. En liberté. Exactement. Donc, pas d'OGM, pas rien. C'est parfait, ça. Un bon produit, très bio.
Alors, ça, c'est notre mets principal. On va accompagner ce mets-là de pâte fraîche qu'on va faire, c'est servir avec sauce carbonara. Donc, on va utiliser l'huile d'olive, parmesan, ail, avec des jaunes d'œufs. Puis la sauce, c'est vraiment l'huile, le fromage et l'ail qui va être cuit avec la chaleur des nouilles. En tout cas, on met un petit peu de bacon ici pour rajouter un petit peu de saveur de chez nous. Et puis, pour dessert, on va servir un espèce de petit parfait aux fraises fraîches qui ont été cueillies ce matin par la ferme Normando à Saint-Étienne. Marie Normando est venue me porter des belles fraises ce matin. On va mélanger ça avec un peu de sirop d'érable, un peu de menthe fraîche, puis on va se préparer une petite mousse légère avec du yogourt nature grec à 2% de gras, léger, et un fromage de chèvre frais qu'on va légèrement sucrer au sirop d'érable, mais vraiment léger, on va aller mollo. Puis on va garnir ça au travers d'un petit crumble de gruau, de cassonade, un peu comme le mélange qu'on ferait pour une croustade. On va juste le faire cuire librement sur une tôle pour donner un petit côté croustillant à notre repas. Donc ça, c'est notre repas, ça va être très léger. Puis bien sûr, on va accompagner ça d'un vin sélectionné par notre ami Serge des ateliers du vin S-le-Duc du vin. Alors, on a plusieurs étapes à faire comme d'habitude, alors on se met à l'ouvrage tout de suite. Alors, pour commencer, on va préparer nos fraises pour notre dessert. Je veux qu'ils macèrent un petit peu dans le sirop d'érable. Alors, c'est pas compliqué, un petit parfait. On va faire une légère mousse avec yogourt nature, un peu de fromage de chèvre frais, puis un peu de sirop d'érable pour sucrer ça, mais pas trop. Je veux pas que ça devienne trop lourd en sucre aussi, que ça soit désagréable. On a mangé un repas qui est quand même assez riche, avec on a beaucoup de fromage. Il est prêt. Alors, on a beaucoup de fromage. Je voulais faire un petit dessert pas trop pesant. Alors, les fraises, on va tout simplement les équeuter, les couper en 4. Ce sont des petites fraises, elles sont pas très grosses, juste en 4 pour qu'il y ait de l'espace. Je veux les voir. Si je les coupe en tranches, ils vont se perdre un petit peu. Donc, en 4. On va en préparer une bonne quantité. On s'amuse. On y va? Chacun un tour. À gauche, celui qui en fait le plus. OK. Est-ce que tu en as fait plus que moi? J'ai aucune idée. On va compter les queues après, mais je pense pas. On a une preuve, en tout cas, sur caméra, qui en a fait le plus, là. Hein? Tu il est vite en mots, juste. Sirop d'érable, provenance de Saint-Louis-Gonzague. Les amis Nadeau Anderson, la ferme. C'est une bonne année pour le sirop d'érable? Excellente année. Oui, très bonne année. Puis là, je vais en mettre une bonne quantité. S'il en reste, vous le mangerez sur vos toasts demain matin. Yes. On adore ça. Je pense pas qu'il y ait de plainte à ce niveau-là. On va les parfumer avec un petit peu de menthe fraîche. Un petit peu de bouquet. J'en mettrai pas trop. Je veux pas que ça soit trop agressif. La menthe, ça vient bien complimenter la fraise, vous allez voir. Nicolas, faut-tu laver la menthe ou on la prend comme ça? Elle a déjà été lavée? Je l'ai acheté hier. Je l'ai lavée, je l'ai gardée dans l'eau la nuit, fait qu'elle restait belle. Je voulais qu'elle soit bien gonflée. Donc, on la lave, mais après ça, on la sèche, puis on peut la garder dans l'eau. Enlever la peau quand elle vient avec l'élastique. Non, tu laisses l'élastique là. Tu le rentres, puis tu sors dehors, puis tu brasses ça de même pour les serrer. Super. Parce que trop brassé ou taponné, on finit par briser les feuilles. Fait que vraiment, ça sent bon. Ça sent, super. Essayez de ne pas avoir trop de fil, parce qu'à un moment donné, quand on va prendre le dessert tantôt, plus c'est haché fin, moins on sent les grains qui pognent entre les dents. Tu sais, les petits morceaux de persil, on dirait, qui ont tendance à vouloir se coller dans les craques dedans. Là. La menthe, c'est la même affaire. Si c'est trop gros, on a l'impression de chiquer une feuille de salade dans notre dessert. Ça non plus, c'est pas... On va essayer de rendre ça le plus fin possible. Oh, ça a l'air pas mal fin. On va juste saupoudrer puis on va mélanger un petit peu. Que les saveurs se répartissent. L'avantage de mettre du sirop d'érable par rapport à mettre du sucre, on pourrait mettre du sucre, ça ferait un résultat très semblable, sauf que le sucre, il va comme cuire la fraise, ça va devenir toute molle à cause
quand tu es au frigo, le sucre devient liquide, puis il a tendance à ramollir la fraise. Le sirop d'érable va faire un contraire, il va garder la fraise croquante. Qu'elle va rester belle plus longtemps sans devenir mochie un peu. Là, je savais pas ça. Fait que ça, on laisse macérer ça le temps qu'on arrive au dessert. Le dressage va se faire dernière minute. Je veux pas brasser ça plus que ça. Je veux pas briser les fraises non plus. Ils sont bien enrobés. De temps en temps, si on veut, on juste un petit coup pour ramener ceux qui sont sortis du sirop au fond. Mais frigo. Frigo. On oublie ça. OK. Ah ben, tiens. Vous êtes chez vous, monsieur. Donc, macérer, c'est laisser reposer. Oui, on laisse tremper ça, puis... Deuxième étape pour notre dessert, on va préparer notre petit croquant qu'on va déposer sur le dessus. Juste pour donner la texture, c'est surtout ça qui est agréable. Parce que là, sinon, tout est mou. À un moment donné, ça prend une variante. Pour ça, on va avoir besoin de cassonade, de gruau, de farine et de beurre fondu. Alors, je vais juste mettre ça au frigo. Au micro-ondes. 30 secondes, le temps que ça fonde. Donc, 3 cuillères à soupe de farine, comme ça. À peu près ça de cassonade aussi. Ça que j'aime de la cuisine, c'est que c'est pas une science exacte. Du gruau, ça dépend. Moi, je prends toujours du gros flocon. C'est comme la recette de la croustade. C'est exactement ça. L'important, c'est qu'on va mettre un peu plus de beurre dedans pour avoir des morceaux. On n'essaiera pas de les friter complètement. On va laisser que ça fasse des morceaux. Pour que ça fasse comme des morceaux de biscuits un peu au gruau qu'on va avoir dedans. Mais je veux pas... ça, on écrase les morceaux de cassonade pour avoir le... Pas des gros morceaux de sucre finalement. C'est pas agréable de... Ça fait trop sucré à un moment donné. Alors, on va mettre le beurre, mais je vais aller chercher, comme je t'ai dit tantôt, une texture plus près de la pâte à biscuit que du vraiment plus sec qu'on aurait eu normalement si on aurait fait une croustade. Fait que tu as fait fondre le beurre pour faire ça. Oui, parce que ça va me donner une meilleure idée, vu que c'est humide, s'il est fondu. Que si je l'avais mélangé à sec, là, on aurait eu des bouts de pâte, on n'aurait pas su si c'était juste de la cassonade ou bien comme ça, on voit, ça change de couleur premièrement. Ça me donne un bon repère à savoir si c'est trop humide, pas assez humide. Puis si c'est trop humide, vous le laissez plus longtemps, puis il va finir par croustiller pareil. C'est pas... J'ai personne qui va mourir. Mais à l'œil, je savais que ça ressemblerait pas mal à ça. J'ai une tôle avec un papier parchemin. Ça, on laisse ça au four environ 15-20 minutes. On garde un œil dessus, tout dépendant du fourneau. Ici, je ne sais pas encore comment ça va réagir. Je vais le mettre minimum 10 minutes, je vais le regarder après ça, puis on va le sortir du four. Deuxième étape, on va prendre notre entrée. On va avoir besoin de noisettes grillées pour préparer notre entrée. On fait ça en 2 étapes. Alors, on va faire griller, épicer nos noisettes tout de suite. Puis au moment de dresser, tantôt, on va étager ça. On va faire une espèce de millefeuille avec le fromage puis les noix, puis on va saupoudrer de miel. Alors, pour ça, on a besoin de noisettes mélangées. Ici, j'ai un mélange en part égale de noisettes Aveline, des amandes en quartier, des noix de pin, des noix de Grenoble et des pacanes. À ça, je vais mélanger un petit mélange d'épices que j'ai fait à la maison. Ça pourrait être du 5 épices chinois. Donc, si jamais vous avez du 5 épices chinois à la maison, c'est parfait. Normalement, on a du clou de girofle, de la cannelle, de la muscade, puis de la cardamome. Là, ici, c'est ça que j'ai. J'ai pas mis de clou de girofle parce que je trouve ça trop parfumé à un moment donné. C'est l'épice que je trouve qui goûte trop à un moment donné dans les mélanges chinois. Alors, ici, j'ai cardamome, muscade. On a aussi de la cannelle. Avec la cannelle, c'est toujours bien agréable. C'est un goût bien parfumé. J'aime la cannelle, mais pas avec mes pommes. Bizarre. J'ai à peu près une cuillère à thé de chaque épice là-dedans. Je vais mettre aussi du poivre. Aller chercher un petit côté piquant. Puis l'autre chose que j'aime beaucoup mettre, c'est toujours mon petit piment d'argile, qui est comme un piment d'Espelette qui vient de Armstown. Ah oui? De Hawick, pardon. Il vient de Hawick. Alors, une petite pincée là-dedans. Une belle petite chaleur. Ça, on a juste à les brasser un peu. On va rajouter un petit filet d'huile de canola.
L'huile va servir à faire griller les noisettes, puis en même temps, libérer les parfums des épices. Juste une cuillère à soupe environ. Canola plutôt que l'huile d'olive. Ben, l'huile d'olive aurait pu faire là-dedans. Parce qu'on va faire. chercher, vu que c'est parfumé, un peu sucré, des fois, les huiles d'olive, vu qu'on va mettre un peu de miel, ça aurait pu faire l'affaire. Là, j'y allais plus pour l'huile de canola parce que cette huile-là de canola biologique qui vient d'Elgin, elle a déjà un petit goût de noisette dedans. Ça vient d'Elgin. Oui, de Elgin. Ah ben. Quelque chose, hein? Les saveurs de Elgin. Fait que je veux pas que ça se baigne dans l'huile, ces noisettes-là. Je veux juste les enrober pour que l'épice colle. Essayer de pas trop les... Là, on avait un petit peu plus qu'on aurait dû. Les étendre le plus possible. Ouais. Mais en même temps, il faut qu'il aille chercher la dorure. Donc, le fond puis le dessus vont dorer facilement à cause de la chaleur. On met ça au four, même chose, 12-15 minutes. On va garder un œil dessus. Là, je suis à 400 degrés, alors je vais garder un œil dessus pour être sûr de ne pas les brûler. Les noisettes sont au four, notre croustade est au four. Je viens de la tourner de 180 degrés justement pour prévenir la surcuisson d'un côté puis que l'autre côté ne soit pas assez cuite. On va la laisser encore 3 ou 4 minutes maximum puis on va les sortir du four. On va laisser refroidir ça sur un comptoir quelque part. En attendant, on va préparer notre farce pour notre poulet. Pour ça, on a besoin d'un paquet d'épinards. Là, j'ai des beaux épinards frais. Tout ce qu'on a à faire finalement, c'est de retirer la tige principale. OK. Alors, on tient la tige puis on l'enlève pour enlever le filament. Le filament, OK. Ça, c'est très bon pour votre compost. C'est bon. Ça On va marche. préparer, on va juste mettre ça dans ce bol-là. OK. Il y a tout ça à faire. Moi, je vais préparer des oignons hachés. On va mettre dans notre mélange aussi. Les oignons puis les épinards, on va les cuire tout de suite. On va les laisser refroidir un petit peu. On va les hacher avec le couteau à la main, puis avec les tomates séchées puis le fromage qu'on va égrener. On va préparer notre farce comme ça. Ça va être prêt à mettre dans notre poulet tantôt, puis tout de suite après que c'est fait, on va pouvoir faire cuire tout ça. OK, chef. Là, je vais sortir ma croustade, c'est le temps. Et voilà. Wow. C'est doré. J'adore que tu aies des comptoirs en céramique. Oui, on peut déposer n'importe où on veut. J'aime ça. Avec vos épinards, ça a l'air de bien aller. Oui, c'est bon. Je vais avoir besoin aussi d'un petit peu d'ail haché. C'est-tu vrai qu'il faut enlever le germe ou bien non, tu le gardes? Ça dépend de la grosseur du germe. S'il est rendu vraiment gros puis assez pour qu'on voit la tige sortir de la gousse, là on l'enlève, ça rend la chose un peu plus indigeste. Mais autrement, je te dirais que, comme aujourd'hui, il n'a pas l'air très vieille, cette taille-là. On va le savoir en écrasant une. Là. Moi, je la mange. Ben moi aussi, je l'enlève rarement. Quand elle est vraiment grosse, là, mais regardez comme aujourd'hui, là. On la voit même pas, tu sais. On la voit pas, t'sais. Alors, l'ail, une fois qu'elle est épluchée, on a juste à la couper en morceaux. Alors, on a notre ail comme ça. Alors, ça, c'est prêt. On va être rendu à l'étape d'aller faire cuire notre ail et notre oignon. On va jeter un petit coup d'œil à nos noisettes au four. Depuis le temps qu'ils sont là, ils devraient avoir commencé à changer de couleur. Ouais. Et voilà. Alors, pour moi, ça, c'est correct. On voit qu'ils ont commencé à éclater. La peau a fendu un peu à la surface. Ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'on a vraiment été chercher la chaleur au centre. Puis là, nos huiles sont réveillées à pleine épaisseur. Là. Donc, mets ça de côté, même chose que tantôt. OK. Notre poêle, on a notre grande poêle, on va mettre ça à feu élevé. On va déposer un filet d'huile. Là, je vais abuser du fait qu'on ait des tomates séchées dans l'huile pour utiliser cette huile-là pour notre cuisson. C'est bon. C'est de la super bonne huile d'olive, elle est parfumée, il y a de l'ail là-dedans, il y a des herbes. On a été chercher le côté caramel de nos tomates. Alors, ça va être une huile super parfumée. T'as raison, pourquoi l'acheter? Non, justement, garder ça pour des vinaigrettes, là, c'est idéal. Ça, c'est pas bien grave si j'en mets trop parce qu'on va en mettre moins tantôt au moment de faire notre farce. Je vais déposer ça. Les oignons sont devenus un peu translucides, ils ont commencé à cuire. Je vais rajouter les épinards tout de suite par-dessus ça. Puis on va mettre le couvercle.
Puis, Ça sent super bon. juste la vapeur. Wow! La vapeur va cuire le restant de nos épinards. On va juste brasser un petit peu. Je vais baisser le feu, mais je veux pas que les épinards brûlent au fond. Ouais, il chauffe. Oui, ça chauffe un peu Il fort. chauffe fort, ouais. Il est fort. Mais c'est parfait, ça prend ça. Quand on veut saisir une viande, je suis content d'avoir un four qui va cuire justement. Là. Mais toi, tu marches au gaz. T'es au gaz. Au restaurant, je suis au gaz, mais quand on filme pour l'émission à la maison, je suis de vitrocéramique, moi aussi, comme ça. Puis c'est ça, on a c'est un moins bon contrôle de la chaleur, je trouve, avec la vitrocéramique. Mais quand on veut une chaleur intense, je trouve qu'elle est là quand même. Pendant que ça va cuire, on va préparer notre fromage feta. On va sortir notre feta de chèvre. Là, je vais en préparer une bonne quantité. Puis avec l'espoir, il devrait vous rester de la farce. Pour un autre éventuel souper que vous voudrez vous préparer. Alors, les épinards, ils ont tombé. Fait que ça, je veux pas les... j'ai pas besoin que ça tombe plus que ça. Je retire le couvercle, laisser évaporer l'eau. On veut pas d'eau dans notre farce. Fait que je l'ai éteint. C'est sûr que ça reste chaud longtemps, ces vitrocéramiques-là. Fait que juste la petite chaleur résiduelle, ça fera pas brûler nos oignons, mais ça va permettre à toute cette eau-là, justement, de s'évaporer. Puis moins d'eau dit plus de saveur. Alors, le feta, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'égrener. C'est avec les doigts, il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'autre chose à faire. On va le réduire en miettes. Épinards, oignons, ail, c'est cuit. Je le mets sur la planche, ça va refroidir tranquillement. Ça, on va poivrer. C'est du poivre noir que tu mets, toi? Oui, poivre noir. OK. Tomate séchée. J'ai un petit pot, là, je pense que c'est 350 ml. On va mettre l'huile aussi. On va en mettre, comme je dis, un petit peu dans ma farce. On va rajouter ça. Ça, je vais laisser refroidir encore avant de le rajouter. C'est maintenant l'heure de passer à notre poulet. Alors, notre farce a refroidi. Les épinards sont froids. On va juste le brasser comme il faut. Je vais te mettre là-dessus. Oui. Parce que là, on va passer en vitesse supérieure parce que les gens commencent à arriver puis ils commencent à avoir faim. Fait que je comprends ça. On va juste se dépêcher un peu plus. Alors, je brasse ça? Oui, je brasse ça pour que ça soit un peu homogène. Il ne faut pas surfouetter parce que je veux pas que ça soit une purée verte. Je veux qu'on puisse distinguer les couleurs vert, rouge ou blanc. Juste homogène, mais pas... Mets-toi pas le bras qui s'en va comme ça. Là. Pas de blender. Okay. Non, pas blender, exactement. Pendant ce temps-là, moi, je vais préparer les poulets. Luc va pouvoir me superviser, comme ça, on n'aura pas de problème. Poitrine de poulet. Donc, vous voyez comment c'est préparé. C'est fait de forme... il y a un côté qui est droit, puis l'autre côté qui est comme bombé. Alors, quand on veut farcir un poulet, on essaie toujours de garder le côté droit du côté qu'on n'ouvre pas, pour faire une pochette. Il y a aussi le petit filet qui est situé en dessous. Lui, on va l'enlever. On essaie de ne pas le garder parce que des fois, on va s'accrocher dedans puis la farce va sortir entre la viande et le filet. Donc, mon côté droit, ce côté-là. Je vais utiliser mon couteau puis là, j'évalue la profondeur du poulet que je vais aller chercher. Alors, si je ne veux pas que ça coupe juste d'un côté à l'autre, je vais juste mettre mes doigts comme ça. Vous voyez, je vais laisser une partie de viande, c'est comme un point d'attache pour pas que la farce puisse sortir. Je vais ouvrir juste sur un côté. Ça, c'est mon repère de profondeur, OK? C'est pas plus dur. Il faut se mettre sur le côté de la planche parce que notre main, elle va vouloir être dans le vide. Et on va juste couper jusqu'à mes doigts. Je me sers de mes doigts comme mon guide. Et je reste parallèle à la planche de travail. C'est comme ça, je passerai pas... j'aurai égal de viande de chaque côté, en dessous puis au-dessus. Un coup qui est ouvert, on peut finaliser en donnant des petits coups délicats. Avec un bon couteau qui coupe. Avec un bon couteau qui coupe. Ouais. Pour obtenir un portefeuille, justement. D'accord. Moi, je vais faire ça. Toi, moi, je vais farcir. Tu vas l'attendrir un petit peu. L'attendrir? Oui. Si on regarde proche, notre viande, elle a comme des fibres. Oui. Okay? On voit les fils qui partent du centre, qui font comme un arc comme ça. Avec le couteau, je vais juste les couper, juste les entailler légèrement. Okay. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'en cuisant, la viande, la fibre, elle rétrécit. La chaleur fait que la viande se saisit, elle va rapetisser. En coupant les fibres, au lieu de faire elle va faire juste un petit peu. Puis, vu qu'elle ne rapetisse pas, la farce à l'intérieur ne sera pas propulsée à l'extérieur. Mais ça,
Le bruit, c'est ça, Ouais. c'est exactement. Les propulsations. Alors ça, c'est pour éviter ça. Maintenant, on va sortir notre farce Oui. que tu as bien mélangé, il est bien amalgamé. On distingue toujours les couleurs, c'est ça qu'on voulait avoir. On veut garder le coup d'œil. Avec ça, on met ça à plat. Et on va déposer à l'intérieur une bonne grosse dose de farce. Ça, on va juste rabriller ça. Pour que ça tienne bien en cuisson, on va le ficeler. Là, j'ai amené mon super rouleau de corde. Si jamais vous n'avez pas de corde à la maison, vous pouvez toujours demander à votre boucher. Il va se faire un plaisir de vous en refiler un petit 5-6 pieds là, pour ce que vous avez de besoin. Là, je ne veux pas le serrer trop fort. Okay. Moi, je n'ai pas de technique avec l'enfilage de corde, comme je dis à tout le monde. C'est pas vraiment la façon de l'attacher que le résultat à la fin que je vais obtenir. Comme les chirurgiens. Oui, exactement. On fait des beaux points de rapprochement. Fait que je coupe 1 cm au-dessus du nœud. Ça, on va mettre ça de côté dans notre assiette. On va faire toutes les autres. En fait, je te laisse mettre du stuffing dedans. Tu me les prêtes, je vais les attacher. OK. Ça, on va approcher ça du four. Là, vous remarquerez que pour une fois, je ne salerai pas. Le feta est déjà assez salé, puis on a mis du poivre dans notre farce. Alors, je n'assaisonnerai pas les viandes à l'extérieur. On va avoir le piquant qui va venir de l'intérieur. Puis le sel va commencer un petit peu aussi à cuire la viande de l'intérieur. Vous allez voir tantôt, ça va ressembler à une petite couche rosée des fois au centre. C'est normal, c'est le sel qui cuit notre viande, qui la sèche par l'intérieur. Okay. Là, on l'a farci puis on l'a fait cuire. Il risque d'en avoir pas beaucoup. Si je l'aurais fait d'avance puis je l'aurais mis au frigo, mettons 2-3 heures, il aurait pu arriver qu'on aurait eu un petit cerne, on dirait, de viande cuite, de jerky un peu, là, oui, genre, à cause du sel qu'il y a dans le fromage. Ouais. Environ 2 cuillères à soupe. L'huile dans notre poêle pour la caramélisation, c'est pour vraiment favoriser une belle coloration. C'est optionnel. Il y en a qui ne mettent pas de gras pour faire rôtir une viande. Je trouve que c'est une erreur à un moment donné. Et c'est ce qu'on veut entendre quand on dépose une viande. On veut entendre le rôtissage. Alors, on va laisser aller. Un coup que ceux-là, on va les mettre au four sur une plaque. Ouais. On va cuire les autres, c'est bon. Eux, on va les assaisonner un petit peu vu qu'il n'y a pas de fromage dedans. On va en profiter. Je vais préparer les ingrédients pour ma sauce. Faut-tu laver la planche parce qu'il y a eu du poulet? Ben là, vu que je vais faire cuire les oignons tout de suite. Non? OK. Si jamais j'avais eu à le garder longtemps, oui, on l'aurait fait. D'accord. Mais vu qu'on va le brûler tout de suite, les microbes à chaleur, dans c'est 5 bon à minutes. savoir ça, c'est une information importante. Je vais racheter même chose que tantôt. Une tête d'ail. On va juste superviser ça en même temps, pivoter d'un quart de tour. On va essayer d'aller chercher une couleur. Déjà, on voit la belle couleur. Ouais. Déjà, ça sent bon. Bon, notre ail, on va la hacher finement. On va laisser les morceaux un petit peu plus gros, cette fois-là. Là, je vais essayer de mettre l'ouverture qu'on a vers le haut, OK. pour pas que le fromage qui tombe se retrouve dans le fond de la plaque. Ouais. On va juste les mettre comme ça. C'est pas bien grave, c'est pas en haut, là. 375 degrés. On va mettre nos oignons, notre ail. Je vais même rajouter mes petits morceaux de poulet à côté. On va préparer la sauce. Ils vont mijoter dans la sauce. Ouais. Le filet, c'est une partie qui est encore plus tendre. Il n'y a quasiment pas de gras. On va baisser le feu parce que je ne veux pas créer de coloration sur mes oignons trop. Vu que j'ai une sauce blanche, je ne veux pas qu'elle se retrouve à être beige-brune. Là. Elle va déjà l'être un petit peu, mais faut pas qu'elle devienne trop brune. Alors, notre petit vin blanc, on va déglacer. On met environ un bon gros verre. Là. On va mettre ça à feu élevé. Je veux que ça bouille. Donc, tu veux enlever vraiment retirer l'eau, concentrer les saveurs. OK, concentrer les saveurs, comme tu disais tantôt. C'est ça. J'ai acheté du bacon pré-cuit. En fait, je te dirais que même au restaurant, c'est ce que j'utilise. J'achète des grosses quantités de bacon pré-cuit. Ça sauve des étapes de nettoyage surtout. Je vais juste les mincer en petits morceaux. Je vais juste mettre ça avec mes œufs. J'ai acheté du fromage parmesan, du romano en fait. On met à peu près 2 cuillères à soupe par personne de fromage. OK. Fait qu'on a une douzaine, là, je vous dirais que ça va quasiment prendre le plat au complet.
Puis là, on va rajouter de l'huile d'olive. Ouais. Alors, allez-y généreusement. Là, on va peut-être mettre l'équivalent d'une bonne tasse d'huile d'olive. On va juste faire une belle purée avec ça. Si on met ça de côté, ça va être prêt. Ça, c'est dernière minute. Un coup qu'on est rendu à dresser nos assiettes, on va verser nos pâtes là-dedans. Les pâtes fraîches cuisent environ 2 minutes. C'est pas long. Bouillon de poulet. Elle t'a vraiment réduit le vin, hein? Il en reste quasiment plus, une cuillère. Fait que la saveur est toute restée du vin. Exactement. Puis là, tu mets le bouillon de poulet. Là, je mets le bouillon, puis là, excusez-moi, pardon. Comme je disais tantôt, c'est moi qui lave le plancher. Là, j'utilise celui-là, ça peut être n'importe quelle marque, mais l'important, c'est le 30% moins de sel ou le sans sel. Parce que ma sauce que je vais faire, c'est que je te l'ai dit, je vais la faire réduire. Fait que si je pars de 1 litre de bouillon puis je le ramène à une tasse, là, ça fait très salé. Très concentré en sel. Là, on va rajouter de la crème après, donc on peut se permettre d'utiliser le 30%. Quand on fait cuire des pâtes fraîches, d'habitude, les pâtes ne sont pas salées quand on les fabrique. Alors, utiliser du sel. Pour environ 3 litres d'eau, je vous dirais, on va mettre 2 cuillères à soupe de sel. Il y en a qui vont dire que ça a l'air beaucoup, mais c'est ce qui va donner. On n'en rajoutera pas après. Je trouve toujours que c'est mieux de saler avant la cuisson que d'en rajouter après. On en met beaucoup moins. La quantité qu'on met avant est quasiment des fois la moitié moins de ce qu'on mettrait après pour obtenir le même résultat. Fait que pour ce chaudron-là, je dirais 2 là. C'est le moment de dresser nos petits chèvres chauds. Oui. Là, on va essayer de s'amuser un petit peu. Okay? On va faire une présentation un peu différente de peut-être du classique. Malgré qu'il n'y a pas vraiment de classique en chèvre chaud. On va premièrement déballer nos petits fromages. Là aujourd'hui, on utilise le Monsieur Émile. Du ruban bleu. Du ruban bleu. Parce que c'est un fromage frais qui est en croûte fleurie légèrement. Et c'est un excellent fromage selon Caroline pour faire du chèvre chaud. Elle m'a donné des beaux fromages qui sont frais, qui vont se couper facilement. Là, je vais en profiter pour sortir mon poulet du four qui doit être plus que cuit. Tout va bien de ton côté? Ah oui, moi j'ai presque terminé le... Voilà, c'est mon petit poulet. On regarde le jus qui sort du poulet, il est rendu... on voit qu'il y a du sang qui est sorti, donc la viande, elle a cuit. Là, tu vas la laisser reposer. Je vais la laisser, la couvrir avec papier aluminium, puis on va la laisser reposer notre 10 minutes, comme on a dit. Le temps, de toute façon, de préparer tout le restant de notre repas. Alors, encore une fois, cette semaine, nous recevons notre spécialiste du vin, M. Serge Leduc des ateliers S. Leduc du vin. Je pense très bon pour le prononcer. Absolument. Alors, Serge, ce soir, on a un poulet farci, on a une sauce crémeuse et on a des pâtes aussi qui sont un peu crémeuses. Alors, oui. Le côté crème est à l'honneur, hein, n'est-ce pas? En fait, c'est pas vraiment crémeux. C'est autant que c'est du fromage qui est fondu. On n'a pas vraiment beaucoup de crème aujourd'hui. Vous allez voir que c'est plus bouillon. Mais la texture est crémeuse et onctueuse. D'accord. Alors, on va chercher quoi dans notre vin pour accompagner ça? On va chercher à ce moment-là un vin blanc qui va avoir un peu de gras en bouche, qui va permettre justement de bien balancer le gras de la sauce avec le vin, de façon à éviter qu'on ait un niveau d'acidité dans le vin trop élevé, de façon à ce que ça soit discordant en bouche. Okay. Donc, les choix ont porté sur le vin du Québec, sur le blanc, original quand même comme nom, du domaine de la force. On est sûr de ne pas se tromper, c'est l'avantage. Et ici, on est en présence d'un cépage que je ne connais pas beaucoup. À vrai dire que je ne connaissais pas pantoute avant de découvrir ce vin-là. C'est le cépage Éona. Éona. Donc, Éona. On est en terrain inconnu. Tout à fait. Tout à fait. Oui, Éona, c'est un peu spécial. Donc, à la recherche de nouvelles saveurs. Je sers. Allez-y, monsieur. Nous allons encore une fois, cette semaine, nous sacrifier. C'est québécois au nom de la... C'est québécois. Oui, du domaine de la voie. En fait, c'était un peu la thématique. Vous savez, je suis très régional en tant que produit. Puis, quand on m'a parlé de faire venir un spécialiste, j'ai dit, je suis bien d'accord, mais je suis bien chum avec M. Monti, Vincent Gendron aussi, au Vignoble Monti. Gio Monti. J'ai dit, j'aimerais ça qu'on ait au moins des vins du Québec si on n'est pas avoir du vin, parce que c'est toujours la promotion de nos produits d'ici. On est quand même... D'ailleurs, Nicolas, on avait pris le vin de Gio pour notre vidéo. Oui, exactement. Ouais. Avec votre super pintade aux champignons. Donc, on est en présence ici d'un vin quand même avec une teinte assez foncée, assez colorée. C'est un vin jaune doré assez intense.
Et au nez, on a des petits fruits à chair blanche, comme pêche, La poire. pêche. Hein? Tu me voles les mots de la bouche. Là. C'est rendu un défi. Les gens me demandent maintenant qu'est-ce que je détecte dans leur vin quand je vais. Ah, écoute, voilà. Intéressant. Je vais dire toujours j'ai la grippe, Intéressant. comme ça je m'en sors. Ah, il y a ça quand même. Ça, c'est un passe-partout, ça, quand même. Oui, c'est. Un passe-partout. Un passe-partout. Donc, on a peut-être un petit peu d'épices Ouais, je veux dire vanille. et un petit peu de fleurs. Côté floral intéressant, vraiment, On que verra je si, trouve vraiment intéressant. Donc, Donc, comment est-ce qu'on apprend à détecter ça? Hein? C'est oui. des choses que je. Moi, Auparavant, on on boit. le boit. Puis, Alors il que goûte là- bon ou il goûte pas bon, mais on ne cherchait pas à analyser vraiment les raisons. Mais c'est à mon sens, tout le plaisir du vin. Puisque. Mais c'est un art, c'est ça. Oui, mais pas juste ça, c'est que c'est quelque chose d'agréable entre amis. On s'assoit, on prend un verre, on sait un petit peu, on en prend, on mange une petite bouchée. On commente, on ressent plus loin, puis oh, t'as une autre petite affaire qui ressort. C'est intéressant. Bon, maintenant, on va. Oui, Trêve de parler, on va y goûter. très léger. C'est effectivement. Mais en bouche, c'est intéressant. On sent un petit côté gras en bouche, un peu comme avec quand on prend de l'huile, un petit peu d'huile d'olive. Donc, c'est un peu le même principe. Oui, effectivement. Vraiment très agréable. Et puis, je crois que, oui, effectivement, une belle acidité, un petit peu plus que fraîche. Quelque chose de vraiment qui devrait, à mon sens, aller à merveille avec la petite sauce crémeuse là, qui va faire en sorte que on a l'accord va être bien avec le gras en bouche et le gras dans l'assiette. Et j'attire encore une fois votre attention sur le fait que c'est un vin certifié du Québec et en conséquence, sûr que 100% des raisins proviennent du Québec qui a servi à faire ce vin-là. Très agréable. Je ne connaissais pas cette page-là, non? C'est super agréable. OK. Ben, moi aussi, effectivement. Pour moi, c'est tout nouveau. C'est la deuxième fois que je le déguste. Mais c'est un cépage, effectivement, un peu moins acide, je dirais, que les autres, que les précédents. Et donc, c'est quelque chose Il est long en bouche, il est plus en bouche. C'est une belle longueur. Une belle longueur. Oui, en effet. C'est ça. En effet. Excellent. Ah, mais c'est le fun, ça. Une belle découverte. Oui. Je suis content. Bon, mais tant mieux. Tant mieux. On va le finir tranquillement. On se prépare pour la prochaine. Donc, pour l'autre vin dit d'ailleurs, c'est un ailleurs relativement près, puisque c'est de la péninsule du Niagara. Niagara Falls. Niagara Falls, oui, exactement. Et donc, c'est un ancien golfeur qui s'est recyclé. Mais je pense qu'il joue encore, Mike Weir. Je sais pas si moi, je suis pas un expert golf, là. Je ne sais pas s'il joue encore, mais c'est Mike Weir, le golfeur. C'est un bon golfeur canadien. Exactement. Et là, c'est un chardonnay. Donc, un cépage international. Ils ont de très beaux résultats avec ça dans la péninsule du Niagara. Et puis, tout à fait. Les grands lacs qui entourent cette région-là vont vraiment aider à faire en sorte que le climat va être plus doux. C'est dur de faire baisser la quantité d'eau de même comme ça au niveau de zéro. Oui, effectivement. Ça réchauffe l'air. J'habite sur le bord d'un lac. Là. Effectivement. Quand le lac est gelé, on goûte le froid, mais avant ça... Oui, hein. Quand il neige ailleurs, il mouille chez nous. Oui, effectivement. Donc là, on peut constater qu'en termes de teinte, on est un petit peu plus pâle que le précédent. Oui. Donc, on a un beau jaune un peu plus clair, moins foncé, mais qui augure bien, qui est signe d'un beau chardonnay. Donc, on a un petit peu encore les mêmes notes de poire, de pêche, un petit peu floral. Quelque chose d'intéressant. Il est un peu moins parfumé que l'autre, hein? Oui, une petite affaire, oui. Moins intense, on dit. Un petit peu peut-être un petit peu froid aussi, c'est peut-être ce qui explique la température, c'est quoi, Serge? La température aurait peut-être été 1 ou 2 degrés un petit peu plus chaud. Je crois que ça aurait été mieux, puis il aurait été plus... C'est quoi la température idéale? On aurait dû être ici... On doit être actuellement probablement... 7-8, hein? Au gros max. Et puis 10 aurait été probablement une meilleure température. OK, donc pas trop froid. Pas trop froid, effectivement. Les gens ont tendance à servir le vin blanc trop froid. Ça arrive effectivement à l'occasion, puisque... Les saveurs disparaissent, je pense. Oui, effectivement, ça va comme anesthésier les saveurs. OK. Et le vin rouge trop chaud? Oui, c'est ça, exact. Finalement, il n'y a pas grande différence entre le rouge et le blanc. Normalement, c'est quoi, 4-5 degrés de différence? Environ. Pas plus que ça, parce qu'un blanc trop chaud, on va avoir vraiment une sensation de l'astringence en bouche, ça va être plus prononcé. L'alcool aussi, si on a une sensation de chaleur ici, c'est vraiment l'alcool qui cause ça, et elle est exacerbée par une trop grande chaleur. Parce qu'on pourrait parler longtemps de l'histoire de la température, de chambrer le vin.
Mais je pense que le temps va manquer ici. Fait qu'on va plutôt, on va plutôt déguster ça bien ici. C'est pas le temps qui va manquer, c'est le vin qui va manquer. Non, c'est ça. Peut-être ça aussi. Là, c'est- Peut-être ça aussi. Agréable. Mielleux. Effectivement. Donc, rond en bouche encore là, un petit peu de gras pour bien aller avec un bel accord, en belle symbiose. Hein, c'est beau ça aussi. Oh. En symbiose avec le plat en sauce. Et encore là, une acidité relativement fraîche, pas rien d'exacerbant en bouche non plus. Serge, quand j'ai une question. Quand tu dis gras, on le sent quand c'est gras. Hein? Oui. On a l'impression que c'est de l'huile là, qui est dans notre bouche. Effectivement, un petit peu. Quand tu dis rond en bouche, Oui. C'est plus un ensemble de qualités. On va tenir compte de l'acidité qui ne sera pas, quand on mord dans un citron, c'est pas rond pantoute en bouche. Hein. C'est très rugueux, c'est très acide. Ouais. Et donc là, l'acidité qui est fraîche s'accorde bien avec le côté gras du vin, ce qui fait qu'en bouche, ça donne vraiment l'impression d'avoir quelque chose de rond. C'est dans ce sens-là, cette expression-là qui est... D'où l'expression de rond en bouche. Il y a l'astringence aussi, c'est quand on a l'impression que notre bouche va serrer. Oui, c'est ça. Une sensation d'assèchement qu'on va retrouver exclusivement dans les vins rouges. Ouais. Mais un peu, celui-là, ça se peut-tu qu'il y ait un petit peu de... Ça se... On va les goûter pour être Oui, certain. Hein. pour un autre test. Un autre test. OK, vraiment. T'en connais sans doute plus que moi, Luc, sur le vin que moi-même. J'ai fait un gros progrès cette année en côtoyant des spécialistes. J'en ai bu plus que toi, mais j'en connais pas plus. Parce que je suis plus vieux. En fait, c'est pas une question, je pense, de quantité que de s'attarder justement aux détails. Ouais, Effectivement. À un moment donné, on fait comme un éveil, là, je te dirais. Effectivement. Tout le monde est capable de le faire. Là. Et puis, c'est moi, je suis capable. Et c'est pour ça que des cours d'introduction à la dégustation que j'offre. Mais oui, exactement. Les Ça va vous ateliers permettre... du vin sur Exactement. Internet, Oui, j'offre des cours, effectivement. Et puis, je me déplace aussi chez les gens, comme ce soir. Comme on fait là. Absolument. Ouais, et puis, c'est une petite activité, 2 heures entre amis. Donc, on peut inviter des amis. Absolument. Puis, on s'entend avec vous, on essaye des vins. Oui, il y a différentes formules. Là. Ça peut être le survol de la dégustation. L'autre, j'ai une formule qui s'appelle « J'apporte le dessert ». Donc, après, votre souper entre amis. Moi, j'arrive avec des desserts, des vins de dessert. Et on déguste, puis on voit qu'il y a des accords plus ou moins bons selon le type de vin et de dessert. Donc, le blanc du domaine Lavoie. Et pour les deux produits sont évidemment disponibles à la SAC, incluant celui du domaine Lavoie, qui était à 14,65, à mon sens, un excellent prix, un excellent rapport qualité-prix, définitivement. Et puis, le Weir, le Mike de Mike Weir, est à 16,70, toujours disponible à la SAC, bien entendu. Voilà. Ça a bien de l'allure. Oui. Hein? C'est des prix qui sont très raisonnables. Oui. Non, tout à fait. Alors, je suis content d'avoir... Serge, tout à fait. je te remercie beaucoup pour l'excellente saison. Ça me fait Ça plaisir. a été un plaisir d'apprendre à connaître tout ça. Là. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Les gens aussi, j'en ai eu des clients qui sont au restaurant qui m'ont dit qu'ils appréciaient beaucoup le petit côté pas écologique, le petit côté éducatif de la capsule. Parfait. Alors, un gros merci, puis au plaisir de se revoir. J'espère bien. À ma table. J'espère bien. Notre four, je vais le remettre à 400 parce que je veux qu'on fasse des petites biscottes de pain croûté à l'huile de canola qu'on va accompagner avec notre chèvre chaud. Un petit couteau, je vais couper en biseau pour aller chercher une plus grande surface à griller. Je coupe pas trop mince, ni trop épais. Je veux avoir un pain qui va être croustillant. Si je le coupe trop épais, le temps qu'il assèche au milieu, ça va prendre trop de temps, il va brûler à l'extérieur. Là, j'ai juste une épaisseur qui va dorer rapidement à l'extérieur. Mi-pain, mi-biscotte. C'est exactement. Ça va être moelleux quand même une fois croqué, mais on ne se cassera pas les dents dessus. OK. Ça, tu n'as même pas besoin de mettre d'huile sur ta plaque. Oui, rien. en fait, on va l'utiliser à l'extérieur. À l'extérieur, OK. Ouais. On va juste laisser couler l'eau. Laisser couler l'huile comme ça. OK. Puis pendant qu'ils vont être au four, on va les retourner pour qu'ils imbibent le côté qui a plus d'huile, ils vont imbiber le... Ça, c'est dans notre four à 400 degrés. On va mettre ça environ 4 minutes chaque côté. Ça devrait être assez pour... Vous pouvez acheter des pâtes fraîches à l'épicerie, ça se vend en paquet comme ça, là. Là, je ne veux pas vendre une compagnie plus qu'une autre. Comme je dis, il y a toujours la marque de l'épicerie qui est disponible. Mais ça se vend en feuilles comme ça. Ah, vous pouvez utiliser des pâtes
traditionnel pour faire cette recette-là. Il n'y a aucun problème. Juste que je trouve que le côté pâte fraîche a un petit... Là, si on trouve ça à l'épicerie, c'est pas Oui, c'est dans le comptoir réfrigéré. De plus en plus, il y en a des pâtes farcies. C'est fait avec des œufs et de la farine. Là. On aurait pu la faire maison, mais comme tu as vu, on avait assez d'ouvrages comme ça. Ça se fait d'avance. Tu ne fais pas ça quand la visite est arrivée parce que... Fait que je vais juste la rouler comme ça pour faire un boudin. Des Nicolas. Ouais, ça va être on va essayer de faire comme des fettuccini. Environ cette largeur-là. Ouais. Fait que là, je coupe. Un quart. 3-8. Je suis en train de faire le calcul dans ma tête. C'est une belle grandeur pour manipuler, justement. Quand ils sont trop longs, on met de la sauce dedans, puis on se retrouve à lever 15 pieds dans les airs avant de la mettre dans l'assiette. C'est vrai, exactement. Fait que ça, je trouve que c'est une belle grandeur. Oui. On se plaindra pas de ça. J'ai 2 paquets, on va faire la même chose. Je vais juste ajouter ma crème à ma sauce. Pour notre sauce, on va rajouter des pointes d'asperges. Ça va donner une touche de couleur aussi. Ouais. Là, aujourd'hui, je vais utiliser à peu près juste cette partie-là. Okay. Ça, c'est pas perdu. C'est bon. C'est très bon. Ça peut se garder pour faire des potages. Donc, je vais te les laisser pour en faire l'utilité que tu veux. Ça fait des excellentes essences pour faire justement des potages. Moi, c'est ce que je ferais en tout cas au restaurant. Une autre chose qu'on va servir avec notre repas, c'est mon élément décoratif. J'achète ceux sur la grappe parce que je veux avoir l'effet visuel de présentation. Mais tu les retournes? Oui, en fait, on va les retourner, mais comme je veux aussi faire... C'est le fun d'avoir un comptoir avec, tu peux le mettre dessus. On va les... Regarde, côté dans l'huile, OK. Là, on va ce qu'on va faire, c'est on va ébuber de l'autre côté. Et je vais tricher, je vais mettre les tomates à cuire aussi en même temps. Et je vais juste remettre ça au four. Parfait. Ça, c'est terminé. La texture est belle. On va transhuiler ça, je ne veux pas qu'elle continue à réduire. Elle a déjà assez réduit. La texture est vraiment belle. La consistance est bonne. Elle va être nappante, ce qu'on appelle. Là. On va incorporer du basilic frais là-dedans. Le basilic, c'est quelque chose qui tolère mal la cuisson. Donc, il va perdre beaucoup de son pouvoir d'odorifiant, de parfum, en cuisant trop longtemps. C'est pour ça qu'on va le rajouter tout de suite à froid, sans rajouter de cuisson. Tantôt, au pire, là, on a un beau contenant en verre. On peut le mettre au micro-ondes pour la réchauffer. Là, je vais en mettre un paquet au complet dans la sauce, puis l'autre, je vais le garder pour la décoration. Là. On va essayer de garder les plus belles feuilles, je te dirais, même pour la présentation. Hey, ça sent bon, ça. Ça, c'est... Puis ça, puis des tomates, hein, c'est... puis de l'huile d'olive. On va incorporer ça. C'est un beau. Là, notre sauce a une belle couleur verte, là, c'est ce que je voulais avoir. Là. Ah oui. Ouais, la petite peau a commencé à fendiller, là, c'est ça qu'on voulait avoir. C'est ça que tu voulais, ouais. Fait qu'on sait que la chaleur est rendue au centre, ça a bouilli jusqu'au centre, fait que ça fait éclater. Mais si je les laisse plus longtemps que ça, ils vont faire des flaques de tomates dans le fond de l'assiette. Nos biscottes sont arrivés, le timing était bon. Je pense qu'on va se préparer à manger l'entrée. D'accord. Parce que je pense que je finalise tantôt nos pâtes. Dernière minute, comme je dis, je veux pas qu'il y ait de problème. Tout ça, c'est prêt pour nos entrées. On va mettre nos chèvres sur notre plaque, puis on va envoyer ça au four. Ça prend environ 5 à 6 minutes et ça va être prêt à manger. Donc, je pense qu'on va s'installer avant pour que les gens soient prêts à déguster. D'accord. C'est beau? C'est bon. Petite pause, puis on revient dans 2 minutes. C'est l'heure de servir le repas. Luc est parti rejoindre sa famille. Moi, je vais juste finaliser la dernière touche sur l'entrée. On va les mettre au four. Après ça, on va dresser les assiettes puis on va aller servir les entrées. Petite touche de miel nature, mélange huile. On va juste mettre ça au four. 5 minutes, 6 minutes. On garde un œil dessus. Peut-être que ça va aller plus vite, tout dépendant de la chaleur du four. Là, je l'ai mis à 375 degrés.
Pendant ce temps-là, je vais dresser un petit peu mes assiettes. Puis au dernier moment, on va sortir les plats chauds, les mettre dans l'assiette puis aller faire le service. Ça fait exactement 6 minutes que nos plats sont dans le four. Ça a commencé à se détendre. Le miel a commencé à bouillir dans le fond du plat, alors je vais sortir ça puis servir ça tout de suite. Alors, le dressage est prêt. De persil un peu pour décorer. On va aller faire le service en commençant par les dames. Pendant que nos clients sont en train de manger leur entrée, on va préparer tranquillement notre assiette principale. Alors, avec une paire de ciseaux, je vais juste retirer les cordes de notre poulet. On vient couper près du nœud, là. Le temps de préparer nos pâtes, on va juste les remettre au four pour qu'ils soient bien chauds, mais ça ne les asséchera pas parce qu'ils ne seront pas là assez longtemps. On va juste remettre ça au four 3-4 minutes. Je vais même l'éteindre le four, donc c'est la chaleur résiduelle seulement qui va garder chaud. C'est le moment de mettre nos pâtes dans l'eau. Nos pâtes sont fraîches, notre eau est bouillante, elle est salée. Ce qu'on va faire, on les laisse tomber. Puis aussitôt qu'ils vont flotter à la surface, ça prend 1 minute et demie, 2 minutes. Tout de suite, on va les transférer dans notre bol avec notre mélange de parmesan, d'ail, d'huile d'olive et de bacon. Je vais aussi remettre mes tomates pour les réchauffer légèrement. On les brasse un petit peu dans les premières minutes de cuisson, dans les premières secondes, pas les premières minutes, mais ils vont être cuites. Pour pas qu'ils collent ensemble, on les promène un petit peu pour empêcher qu'ils fassent un petit moton de pâte là, cuite. On poivre généreusement et on mélange tout ça. Regardez, ça va me faire une belle sauce très, très onctueuse avec nos morceaux de bacon. Ça va être... ça sent très bon. Ça va goûter encore très bon. Vu que c'est très épais, je vais faire comme je vous ai dit tantôt, on va utiliser l'eau de cuisson pour étirer notre sauce pour qu'elle soit plus onctueuse. Je vais sortir mon poulet du four aussi. Et mes tomates. Mes asperges ont été blanchies pendant environ 3 minutes. J'essaye de bouger vite pour que le monde mange chaud. Et voilà. On va préparer notre petit dessert. Alors, on va préparer notre crème. C'est un peu notre mélange pour faire notre yogourt parfumé au fromage de chèvre et à l'érable. Pour ça, on va avoir besoin de yogourt. Ici, j'utilise le yogourt grec, qui est un peu plus épais. Il y a 2 % de matière grasse, c'est pas beaucoup. Alors, ça va faire un dessert quand même assez léger. J'ai 500 grammes. Il va peut-être en rester, mais ça va se conserver très bien pour demain aussi. J'ai du fromage de chèvre frais aussi, de la fromagerie Ruban Bleu, qui s'appelle la Beurasse. Là-dedans, j'avais environ 400 grammes, mais je vais en mettre juste environ 250, la moitié de la quantité de yogourt. Parfait. Puis comme le fromage de chèvre et le yogourt, ils ont à peu près la même acidité, on va juste sucrer légèrement, juste pour couper ça, annuler ça, avec un peu de sirop d'érable. Mettez-en pas une tonne, c'est pas nécessaire, ça va en même temps donner une belle texture. Donc on a 500 g de yogourt, on a 250 g de fromage.
Puis on va mettre environ 100 ml de sirop d'érable pour commencer. On va amalgamer ça juste en fouettant. On va utiliser une cuillère à thé. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer mes morceaux de croustade qu'on a fait tantôt. On va juste les casser légèrement. On va juste mettre un peu de croustillant dans le fond. Mettre un peu de notre mousse. On va mettre un bon étage de fraises, mais gênez-vous pas. Il ne reste plus qu'à servir. Alors, c'est déjà tout pour nous ce soir. Alors, une petite récapitulation de notre menu de ce soir. En entrée, premièrement, on avait un petit chèvre chaud, Monsieur Émile de la fromagerie Ruban Bleu, garni de noix qu'on avait mis des épices dedans. Et on a badigeonné un peu de miel chauffé au four, servi avec des petits biscottis à l'huile de canola biologique des saveurs d'Elgin. Ensuite, on avait comme mets principal un poulet farci avec du feta de chèvre, tomates séchées, épinards. On a servi ça avec des fettuccini maison à la carbonara avec bacon, ail, jaune d'œuf et parmesan et huile d'olive. Et pour le dessert, eh bien, on avait un petit parfait, qu'on va appeler au fromage de chèvre et yogourt nature, avec des fraises macérées à la menthe et au sirop d'érable, garnis de petits crumbles de gruau, des petits morceaux de craquant de gruau au sucre. Alors, c'était notre menu pour ce soir et c'était la dernière de la saison Au goût de chez nous. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là tout au long de la saison. On va peut-être se revoir un de ces jours. Pour l'instant, on va prendre une petite pause, mais ça fut un plaisir de partager encore une fois tous les produits de la région avec vous. Je vous invite à aller les visiter. C'est facile en suivant le parcours du paysan de la région de découvrir et même de redécouvrir certains de nos fournisseurs locaux. Alors, je vous invite à les visiter. Ce sont des personnes qui travaillent fort et qui se sacrifient énormément. Alors, un gros merci à la famille Rondeau, l'écuyer, pour leur accueil. Ça a été très agréable. Je tiens aussi à féliciter M. Jean-François Landry de Saint-Constant, si je ne me trompe pas, qui a gagné le 2e prix au concours. Ce sera un souper pour 2 personnes à mon restaurant avec toutes dépenses payées. Et on a aussi un nouveau prix qui s'est ajouté pour le 3e prix à M. Simon Robert, qui, lui, se voit offrir de la part de la fromagerie Le Ruban Bleu. Donc, Caroline et Jean-François offrent un certificat cadeau d'une valeur de 100 $ de produits échangeables dans leur boutique à Mercier. Alors, on remercie Caroline d'ailleurs pour ce beau cadeau. C'est un plaisir avec moi ce soir de travailler ces produits en hommage à ce beau cadeau de dernière minute qui est arrivé. Alors, une bonne saison d'été à tous et profitez bien de vos terrasses. À la prochaine.